Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, bonne et heureuse nouvelle année. J'espère que ces fêtes se sont bien passées pour tout le monde et que vous êtes fin prêts pour cette deuxième partie de saison. L'équipe du BDS vient de me rejoindre, on a un petit peu festoyé, on s'est un peu vu pendant la trêve des confiseurs, on va l'avouer à tout le monde. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis et meilleurs vœux et bonne année à tous. Bonsoir mon Jacques Bail préféré. Merci, meilleurs vœux à tout le monde. C'est vrai qu'on a passé de très bons moments ensemble et je voulais dire merci à tous les auditeurs, tous les gens qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube avec des compliments, vraiment des marques d'affection qui nous touchent vraiment. Et donc merci beaucoup et on va leur souhaiter bien entendu nos meilleurs vœux. On va faire un gros bisou aussi à notre Karimata préféré qui sera là dimanche pour le match. Ouais, le Havre qui est à la neige, en Ardèche. Mais en tout cas, on ne sait pas si c'est l'Ardèche ou la Laponie. Il y a beaucoup de neige là-bas. Messieurs, ça reprend ce week-end, ça reprend dimanche avec la réception du Havre, 16e journée de Ligue 1. On espère que l'Olympique de Marseille va redémarrer sur les bonnes stats de ces dernières semaines, c'est-à-dire 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs. Bien sûr, il va falloir continuer à enchaîner comme tu as fini la saison. L'année civile, mais oui, et prendre cette équipe au sérieux. Merlin en a parlé lors de la conférence de presse. Il va pas falloir se faire piéger, donc pour pas être piégé, il va falloir réellement jouer au niveau sur lequel tu as fait lors des 4 dernières rencontres, et notamment face à Lille et Monaco où tu as produit du beau jeu. Donc voilà, si tu réitères ce genre de prestations, tu devrais pas avoir de problème. Avec la possibilité ce week-end de prendre peut-être quelques points d'avance sur Monaco. On rappelle qu'il y a eu un match avancé de cette 16e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Monaco. Ce serait pas mal de compter une victoire ce week-end. Bien sûr, ça serait important. C'est le premier match de l'année civile, comme le disait Steph. Il y a beaucoup de choses à remettre en place, les organismes, même si on sait que les joueurs ils ont repris assez tôt. Finalement, c'est presque une nouvelle saison qui recommence. Tu retrouves tes copains. Donc ce match-là, il est quand même assez difficile à gérer. Je pense qu'on a la chance d'avoir un staff élargi et compétent qui remettent les pendules à l'heure, parce qu'il faut vite se reconcentrer, parce que tu le dis Marco, attention, c'est un match déjà décisif, parce que si tu arrives à mettre 3 points d'avance sur Monaco, eh ben déjà, tu commences l'année différemment. Match piège ou pas? Tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que ça peut tourner au match piège ce week-end? Bien sûr, c'est la magie du football, mais après, comme je me répète, si tu joues avec tes qualités, avec ce que tu as fait dernièrement, normalement, tu ne devrais pas avoir de problématique. Mais voilà, c'est la magie de ce sport-là, que même les équipes dites beaucoup plus faibles peuvent créer la surprise. Donc, à nous d'être concentrés, concernés, et de mettre tout ce qu'il faut pour gagner ce match. Comme le disait Jaco, voilà, tu redémarres sur une année civile, et il faut à nouveau remettre le bleu de chauffe et montrer que tu es toujours sur la même longueur d'onde que les 4-5 dernières journées. Mais pourquoi c'est différent? Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose à l'OM. Ce football-là, il est quand même différent des autres. La fameuse façon de jouer de Roberto De Zerbi, elle apporte des différences. Je pense que, moi le premier, je l'ai dit, on avait des difficultés à l'apprivoiser, ce football-là. On a vu que les joueurs, on commence un petit peu à l'apprivoiser, avec des fois on a un petit peu peur, mais des difficultés. On est en train, surtout, de voir un groupe naître. Parce que ce qui est important dans tous les sports, c'est d'avoir un groupe uni, des gens qui ont envie de performer tous ensemble, Marco. Et ça, quand je vois cette équipe de l'OM, je vois des copains. On le dit régulièrement, on joue au football, c'est jouer, c'est prendre du plaisir. Et quand tu prends du plaisir, tu as de l'innocence, tu prends des initiatives. Et cette équipe-là, elle prend plaisir à jouer et nous, on prend plaisir à la regarder. Donc ce qui s'est passé avant, ça s'est passé. On a tous été mécontents de voir ce match pourri contre Auxerre, ce match pourri contre Paris Saint-Germain. Ça, je pense pas que ça se reproduise. Parce que Roberto De Zerbi, il a tiré les oreilles, il a averti les joueurs. Tout le monde a pris conscience des conneries qui ont été faites, et je pense que ça se reproduira. Et ça s'est vu sur ces dernières semaines. Pour revenir sur les fêtes de fin d'année, c'est toujours le retour des fêtes, c'est toujours une période un peu particulière. On a beau dire, tout le monde a beau s'abriter derrière ces phrases, oui, on est des professionnels, on ne se laisse pas piéger. Les retours de fêtes, c'est quand même particulier. Après, Merlin en a parlé lors de la conf, et il a dit que pour lui déjà, et je pense que c'est pour tous les joueurs, ça leur fait énormément de bien aussi de se retrouver en famille, de couper aussi avec le football.
Et après, le coach est revenu là-dessus aussi, où il a dit qu'il a retrouvé le poids de forme de tous les joueurs au moment où ils sont partis avant les fêtes. Donc ça prouve aussi leur sérieux. Voilà, c'est qu'ils ont travaillé aussi, qu'ils ont bossé. Donc voilà, et c'est comme ça, ce que disait Jacques, le plus dur dans n'importe quel collectif, c'est de savoir fédérer. Oui. Et on sent que les joueurs, après bien sûr, tu auras toujours des mécontents, ceux qui jouent un peu moins de temps de jeu, tout ça. Mais ça, après, c'est de la gestion humaine. Mais quand tu arrives à fédérer un groupe, ils partiront à la guerre avec le coach. Oui, et aujourd'hui, c'est ce que moi, nous, autour de la table, je pense que c'est ce qu'on ressent. C'est que quand le coach il dit quelque chose et qu'il met quelque chose en place, les joueurs vont tout faire pour essayer d'y adhérer. Tu sais ce que j'écoute, Steph, ce que tu dis, mais on parle souvent des joueurs. Ouais, les joueurs, ça leur fait du bien. Ça fait du bien au staff aussi. C'est-à-dire que le staff, un entraîneur, finalement, un match, c'est toujours la même chose. Les adversaires sont différents, mais c'est 11 contre 11, les remplaçants, tout ce que tu veux. Après, il faut savoir quoi leur dire. Dans les réunions d'avant, dans les causeries d'avant-match. Donc, il y a vraiment de choses à préparer. Quand tu es comme ça, arrêté pendant une semaine, 8 jours, ça te permet aussi d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de leur parler. D'être frais. Et oui, d'être frais dans ta tête, parce que tu vas parler de choses et d'autres en famille, tu vas plus parler de football, et puis des fois, d'un coup, tu te dis, ah ben ça, il faudra que je le place, des choses différentes. Parce que quand toute la semaine, tu es avec les joueurs, tu peux pas toujours leur dire pareil. À un moment donné, tu les saoules. Pourquoi un effectif, un entraîneur, souvent, au bout de 3 ans, il faut le changer? Parce qu'après, tu n'as plus d'arguments. Tu sais plus quoi leur dire. Donc, je pense que pour le staff aussi, c'est important. Et puis, au milieu de tout ça, il y a cette fameuse période de mercato d'hiver. Là aussi, tout le monde veut s'abriter derrière le fait que ça touche personne. Alors, ça touche quand même les personnes, les joueurs qui sont concernés. Ça touche aussi d'autres joueurs qui le sont moins, mais qui sont concernés par la destinée de certains potes. Est-ce que cette période de mercato, elle peut rajouter un petit peu de flou pour la reprise? Non, je pense pas. Et Merlin en a parlé, le coach en a parlé. Voilà, ils sont professionnels. Pour ceux qui ont un peu plus de bouteilles, ils en ont déjà vécu des dizaines et des dizaines de mercato entre l'été et le mercato hivernal. Donc après, c'est la loi de ce sport-là. Hein. Tu peux être appelé à aller sur un autre projet avec d'autres ambitions, ou si tu as un peu moins de temps de jeu, de trouver un peu plus de temps de jeu ailleurs. Ça fait partie de ce sport-là. Mais voilà, déjà, le coach a parlé par rapport aux rumeurs sur Valentin Rongier que Sampaoli aimerait récupérer à Rennes. Et ce qu'il a dit, ça m'a vraiment fait plaisir. Intransférable. Qu'il se tourne ailleurs. Valentin est intransférable. Donc voilà, au moins les cartes, elles sont déjà posées. Après, on sait où elles sont nos carences et nos défaillances. Et voilà, ils ont dit, ça serait un mercato d'opportunité. Souvent, c'est le mercato d'hiver, c'est ça. Hein. Généralement, à moins d'avoir le carnet de chèques et d'aller récupérer un joueur qui flambe ailleurs. Mais généralement, c'est pas ça. Hein. Moi, vous me faites un peu sourire, tous, quand vous me dites que c'est un mercato d'appoint, que c'est pas là où tu... Mais quand tu vois Brice Samba et Seko Fofana arriver à Rennes, c'est des petits joueurs, ça, Jaco? Non, mais ce ne sont pas des petits joueurs, mais ce sont des joueurs qui avaient besoin d'être remplacés. À Rennes, Mandanda, il est en difficulté, Fofana au milieu. Nous, on n'est pas dans les mêmes cas de figure, Marco. Cette équipe de l'OM, elle est en train de prendre forme. Je pense qu'il y a des automatismes qui sont en train de se créer, et ça, c'est important. J'ai pas une urgence folle à faire des changements à l'OM. Régulièrement, on dit ouais, mais chaque fois on change, on remet tout à la mer, on change tout. À un moment donné, si tu veux avoir des automatismes de la discussion, de la continuité, il faut quand même garder une épine dorsale. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois pas un besoin exceptionnel quand j'entends Lucas Digne, pourquoi faire? À gauche, non. Plus à droite. Sur le côté gauche, tu as déjà Quentin Merlet, tu as Ulysse Garcia, tu vas mettre Lucas Digne sur le côté. Lucas Digne, c'est pas une plus-value par rapport à ce que tu as. Mais actuellement, c'est une plus-value. Non, mais c'est une plus-value ou pas, Lucas Digne? Mais d'accord, mais à ce poste-là, tu vas mettre un troisième poulet. Et à droite, tu vas mettre un troisième si tu as éventuellement un départ d'Ulysse Garcia. Mais tu mets Lucas Digne et tu mets Quentin Merlet sur le côté. Donc après, il y a un équilibre financier à trouver aussi. Ça, vous me faites rire. Il y a les noms, mais il y a aussi l'équilibre financier. Si tu as sur le côté un mec qui te coûte 300 ou 350 000 euros, ça sert à rien. Donc je pense qu'il faut réfléchir. Ça plaît aux gens, le mercato, les joueurs, les noms. Ça fait vendre des journaux. Ça fait de la presse. Tout le monde, il se régale avec ça. Je pense que oui, il y a des noms qui vont arriver. On pense, on entend, les Pogba. Ça fait rêver tout le monde. Un peu de tranquillité. Moi, je pense que, comme dit Mehdi Benassia, aujourd'hui, ça va, on commence à être dans la sérénité. S'il y a des retouches, il faut que ce soit bien réfléchi. Et il faut réfléchir correctement. Ça peut perturber l'équilibre. Moi, j'ai vu passer
pendant la conf de presse, j'ai vu passer quelques commentaires de certains supporters qui disaient tout le monde s'enflamme, il y a des amateurs de mercato d'hiver, et puis à l'arrivée, il y a un équilibre qui est en train d'être trouvé. Est-ce que ça risque pas de chahuter justement l'édifice? Non, parce que et le coach, je me répète, et Quentin Merlin en ont parlé, et ça fait partie de la vie d'un entraîneur et d'un joueur d'avoir à bouger, à changer de club. Et comme l'a dit Mehdi Benassia et Pablo Longoria, et même De Zerbi, sur ça, ils sont tous les trois ils ont la même ligne de conduite. On remplacera s'il y a des départs, mais ça sera surtout pour compléter là où on a des carences. Ils ont parlé notamment du système défensif. C'est tout, 1 ou 2 joueurs. Ils n'ont pas parlé de prendre 5, 4, 5, 6 joueurs. C'est pas ce qu'il faut faire. Maintenant, si tu as des opportunités, comme on le dit juste avant, et qu'il y a moyen de faire quelqu'un qui est un peu plus de renommée, avec un peu moins de temps de jeu, qui a moyen de relancer un Seko Fofana, il vient de l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi Rennes le fait. Brice Samba, comme il a dit Jacques, c'est parce qu'ils ont dû sortir le carnet de chèques aussi, et parce que tu as Mandanda qui est vraiment en difficulté. Donc si tu as des petites opportunités comme ça à faire, et avec un joueur qui va apporter un plus, c'est ça la réalité, il faut que ça amène quelque chose. Si c'est pour prendre un second ou un troisième et qui vient, qui fait le banc et qui a quelques minutes de jeu, je vois pas en quoi ça sera intéressant. Il faut amener quelqu'un qui va t'apporter un plus à cet effectif, mais ça, je te dis, c'est un mercato d'opportunités. Il n'y a pas de priorité. C'est pas vraiment un besoin exceptionnel de recruter un joueur. Il ne faut pas recruter pour recruter. Le problème qui se passe concernant la défense, j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, Lilian Brassier, c'est pas un défenseur central. Ok, mais il est devenu défenseur central et il est très bon défenseur central. Est-ce que je vois quelques têtes qui dodelinent dans leur voiture en train de t'écouter aujourd'hui, les têtes qui dodelinent, on va leur remettre droite, on va leur expliquer. Si tu veux un défenseur central, ça déconne, Jaco. Est-ce qu'il a été phénoménal, Lilian Brassier, ces dernières semaines? Pardon? Est-ce qu'il a été phénoménal, Lilian Brassier, ces dernières semaines? Non, Lilian Brassier, désolé, je parle de Geoffrey Kondogbia. Oui. C'est ça, j'allais dire Jaco. Vous aviez le droit dans la voiture, vous aviez le droit de dodeliner. Ah, quand même. Je parle de Geoffrey Kondogbia qui a été repositionné. Excusez-moi sur la lapsus de Lilian Brassier. Geoffrey Kondogbia, il a été repositionné défenseur central, et c'est un joueur qui a fait ses preuves, qui est performant, qui a une qualité de relance exceptionnel, qui est bon sur l'homme, qui a quand même au niveau de la défense centrale cette aisance technique, cette maturité qui nous font, où on a besoin avec Balerdi. Si Balerdi progresse, c'est aussi avec la sagesse de Geoffrey Kondogbia. Donc je pense que c'est pas une urgence folle de recruter un défenseur central. Alors pour finir mon lapsus, par contre, je pense que oui, Lilian Brassier doit partir, Meïté doit partir, Lirola devrait partir, parce que ce sont des joueurs qui ne joueront plus. Je pense pas que Là, on parle que de la défense, c'est donc il va falloir recruter, c'est ce que je te dis. Mais les joueurs que tu recruteras, ils seront pas forcément capables de jouer un poste de numéro 1. Mais quand je t'entends rouspéter depuis tout à l'heure, parce que justement, on parle de Lucas Digne, etc., on parle de Chancel Mbemba, on parle de Lilian Brassier, on parle de Bamo Meïté, on parle de Paul Lirola, on parle de Murillo, même si sur les derniers matchs, il a fait le job. On parle d'Ulysse Garcia. C'est un chantier quand même, la défense. Sur le côté gauche, dans tous les cas, je ne pense pas que Ulysse Garcia s'en aille. Derrière, il y a Quentin Merlin sur le côté gauche. Ensuite, tu as Cornelius et tu as Kondogbia. Après, à droite, tu as notre ami Balerdi, d'accord? Et tu peux avoir peut-être un Cornelius qui puisse éventuellement dépanner. À droite, Murillo. Sur une défense à 3. Voilà. À Murillo, Lirola. Murillo, moi je le garde, mais vraiment, parce qu'il fait le travail, il fait ce qu'il faut. Donc peut-être se débarrasser de Lirola parce qu'il a peut-être un salaire important, mais ce sera forcément des numéros 2 qui vont arriver. Ça sera dur d'avoir un remplaçant au numéro 1 à Murillo au mercato d'hiver. Je vois pas. Compliqué. Je vois pas. Quand vous voyez effectivement De Zerbi être cash sur les éventualités, parce que là effectivement on rentre aussi dans une période de festival de conneries relayé un peu par les uns et les autres. On verra lundi avec Karim quelles sont les pistes et les joueurs
qui sont. Lundi, on parlera du match. Déjà, en espérant qu'on ait le sourire. On parlera du mercato aussi. Vous savez que dans les préoccupations principales. Mercredi, tu en parleras. Oui. Mais voilà, étant donné le programme. Jaco, tu as l'ordre du jour. Lundi, on va pas parler du mercato. Imaginez les bonnes résolutions. Jaco, viens ici. Lundi, on parlera du match. Après, on sait que, et notamment chez nous à Marseille, les phases de mercato, c'est 50 noms qui vont sortir et celui qui va signer, autant il ne sera jamais sorti. Donc moi, souvent, je crois que ce que je vois comme Saint-Thomas, et tant que le mec il n'est pas à Marignane et qu'il n'a pas passé la visite médicale, c'est que c'est pas fait. Donc soyons calmes, soyons tranquilles. On a une équipe dirigeante qui bosse bien, qui nous l'a prouvé lors du mercato d'été. Donc voilà, laissons-les travailler et le but, voilà, c'est de renforcer cette équipe-là pour qu'elle puisse atteindre des objectifs de début de saison. Par-delà le mercato, les choix qui seront faits, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette équipe marseillaise pour cette deuxième partie de saison? Je pense qu'offensivement, il faut améliorer dans les 20-30 derniers mètres. On a des problèmes dans la finition. On est capable de bien construire au milieu dans cette zone, de faire des passes d'horizontalité. Dans la verticalité, dans les 20 derniers mètres, c'est plus difficile. J'espère que nos attaquants arrivent à être plus performants, parce que même si Neil Maupay a été passeur décisif à plusieurs reprises, ça serait bien qu'il marque un peu plus souvent. Voilà ce qui me gêne. C'est que je pense qu'on doit s'améliorer dans les 20 derniers mètres pour pouvoir être meilleur offensivement. Conf de presse cet après-midi avec Quentin Merlin et Roberto De Zerbi. On en parlait tout à l'heure. Quentin Merlin qui a confirmé apprécier plus particulièrement le dispositif de défense à 3 plutôt que de défense à 4 parce que ça lui donne justement un peu moins de pression défensive. Oui, c'est logique parce qu'il a dit que le central gauche il vient refermer quand il vient à perdre ses duels. Donc il peut jouer avec un peu plus de sérénité, et comme le disait Jacques tout à l'heure, quand tu es bien dans ta tête, tu tentes des choses et il sait qu'il peut tenter parce qu'au pire, s'il vient à perdre le ballon, il y a une couverture derrière. Qu'une défense à 4, tu perds le ballon, le mec il part en contre direct. Donc tu dois être à mon avis plus mesuré dans tes opportunités offensives. Mais voilà, moi j'ai ce joueur-là, je pense qu'il va vraiment exploser chez nous, et avec De Zerbi, ça va être un homme très 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 puissant de cette équipe-là. Donc il va falloir vraiment le garder au chaud, et avec le coach aussi. Geoffrey Kondogbia, tu en parlais tout à l'heure, même si tu as fait un lapsus plus gros que toi. Ça se ressemble, Kondogbia Brassier. Ça se ressemble, je le comprends pour qu'il est ripé. Jaco, Kondogbia visiblement blessé et forfait pour ce week-end. A priori, il s'est fait mal à Saint-Etienne. Pas de Geoffrey Kondogbia, c'est ce qu'a semblé dire De Zerbi en conf de presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repasse en défense à 4, ou est-ce que ça va être un remplacement poste par poste? Je pense qu'il va faire poste pour poste avec Cornelius. Cornelius qui est quand même gaucher, qui peut faire ce rôle-là, même si ça sera plus difficile, parce que Geoffrey Kondogbia est un joueur qui est devenu tout simplement indispensable à cette défense marseillaise. Mais je pense que ça sera Cornelius qui le remplacera. Vous imaginez un dispositif équivalent à celui qu'on a vu pendant les dernières semaines en 2024, ou est-ce que dès le premier match il aura envie je le vois pas changer, Après d'inventer, de nous faire des surprises. Il lui a été posé, et bien entendu il a répondu, je vais pas vous le dire. C'est logique, il va pas t'annoncer son 11, son système de jeu, comment il va bloquer les Havrais. Voilà, donc mais non, je le vois pas changer. Quand ça marche, pourquoi tu veux changer quand ça marche? Au contraire, tu travailles sur ce qui a pas été lors de ces 4-5 derniers matchs, même si on a vu beaucoup plus de jeux, et notamment des phases de jeu très très intéressantes sur le but à Lille, sur le but à Saint-Etienne, voilà, où on a vu vraiment que les joueurs commencent à assimiler ce que recherche et ce que veut De Zerbi. Donc maintenant, voilà, il va falloir modifier quelque chose, quelques trucs. Comme le disait Jacques, c'est surtout quand tu es dans tes temps forts, il va falloir être plus tueur, ça c'est une vérité. Il faut être plus tueur, parce que en face, tu n'es pas à l'abri d'un contre, tu n'es pas à l'abri d'un corner, d'un coup franc, d'une cagade derrière, et c'est comme ça que tu perds des points. Donc quand tu peux planter, il faut planter. Jaco, on reste sur le même dispositif. Valentin Rongier en pointe basse, un chef de chantier au milieu de terrain, Luis Enrique sur la droite, Rabiot un petit peu plus haut sur le terrain, Neil Maupay en pointe haute, en attaque. On va retrouver ce dispositif-là obligatoirement. Oui, mais bien sûr. Je pense que le coach il peut te dire, pourquoi voulez-vous que je change? Qu'est-ce qui me ferait changer?
Quels sont les éléments pendant cette trêve qui me donneraient envie de changer? Je pense pas. Je pense que s'il y a un score, une évolution du score plus ou moins importante, qui puisse faire des changements pour pouvoir faire plaisir, faire rentrer des joueurs comme Eli Wahi à la place de Mopé, voilà, il y a des choses qui peuvent. Mais l'essentiel, ça va être cette équipe-là qui a montré de très très belles choses, et surtout un Adrien Rabiot qui est en train tout simplement de devenir le Rabiot que l'on connaissait, et Luis Enrique qui prend une place énorme au sein de cette équipe. Luis Enrique, il devient indéboulonnable parce qu'il a un rôle prépondérable énorme sur ce couloir. Il a su bien s'adapter à ce que lui demande De Zerbi, et pour pouvoir le remplacer, c'est dur parce que lui, il est capable de bien défendre, de bien attaquer, de bien se repositionner. Il a vraiment compris son rôle. Il est vraiment complet. Il est complet. Tu vois, ce puzzle qu'a décidé de mettre en place Roberto De Zerbi, eh bien maintenant, il y a certains joueurs qui sont difficiles à remplacer. Personne n'est indispensable, on le dit, mais il y a des joueurs difficiles à remplacer. Et lui, il en fait partie. C'est un joueur... Après, regarde, Valentin Rongier, on parlait, Valentin Rongier, mais quand il n'était pas là, ça n'allait pas. Aujourd'hui, tu es équilibré parce que Valentin Rongier est devenu le mec qui t'a équilibré cette équipe. C'était le maillon manquant à cette équipe. Donc voilà, je ne vois pas le coach changer. Pour revenir sur quelques instants avant les pronostics, pour revenir un petit peu sur cette période de mercato, si vous étiez, vous, à la tête de la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille, combien de retouches vous feriez et sur quel poste en particulier? Moi, je t'en fais 3. Ah ouais, quand même. Ouais, ben oui, tu prends... il va te falloir, en cas de départ, bien entendu, si on parle d'un départ de Lirola, il te faut un remplaçant à Murillo. C'est un numéro 2 que tu recrutes, toi. Ou un bis, comme on a un peu, comme on le dit à gauche avec Garcia et Kanté Merlin, qui ont des caractéristiques différentes, mais quand l'un ou l'autre joue, apporte quand même quelque chose à l'effectif. Voilà, il te faut des joueurs qui vont t'apporter quelque chose. Si c'est pour prendre un joueur pour qu'il fasse le nombre, il faut que tu pries que ton arrière titulaire ne se blesse pas, tu vois, parce que sinon, là, tu es dans la panade. Après, je prendrais un défenseur central et certainement peut-être un autre en remplaçant. Jaco. Si on parle des départs qu'on a dit tout à l'heure, Brassier, Cornelius, Lirola, 3 retouches pour Steph. Moi, je te dis simplement que je ne vais pas répondre à ta question parce que je t'explique. Je sens que ça va être compliqué cette année 2025. Et je vais t'expliquer pourquoi, Poulet. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que si tu veux, ce genre de situation, je l'ai vécu pendant 20 ans. Et dans ces moments-là, tu es obligé de penser aux finances. D'accord ? Donc tu te réunis avec ton président et comme il vient de te dire, Steph, déjà tu vois qui part, qui peut partir. Une fois que les gens sont partis, parce que tu as une masse salariale que tu ne dois pas dépasser, il faut penser aussi aux charges sociales que tu as en plus. Donc il faut bien réfléchir les choses. Donc s'il y a des départs, à ce moment-là... mais toi tu es gestionnaire, tu n'es pas un artiste. Non mais tu es obligé. Mais Marco, mais moi au départ, tu as envie, tu es supporter, tu dis ouais mais je prends lui. Mais malheureusement tu as le président qui te tape à l'épaule et qui te dit on ne peut pas tout faire, c'est impossible. Nous on avait des listes de joueurs qui arrivaient, on te proposait rien que les noms, tu disais, je me rappelle à Loulou Nicolin, il y a des noms qui arrivaient et ça nous faisait trembler. Il te dit mais arrête le tremblement, mets-toi une veste parce que celui-là on ne va pas pouvoir le faire. C'est ce que j'allais te dire. Tu vois, le président avec le futur directeur sportif, je pense qu'ils ont déjà une certaine ligne de conduite de transfert, qu'est-ce qu'ils peuvent dépenser en montant tu ne le salaire. sais pas parce que tu as des choses qui t'arrivent. Par exemple, tu as des gens qui sont blessés dans d'autres clubs et on va te faire par exemple une offre sur un Paul Lirola parce qu'ils ont un besoin réel rapidement, on va te balancer de l'argent et toi finalement avec cet argent que tu récupères, tu avais pensé à lui mais tu peux te choper lui. Donc tu vois, il faut être patient, il ne faut pas s'affoler. Mais c'est clair. Tu prends contact avec 3-4. Mais ils ont déjà fait ça, je pense, Jaco. Pardon ? Ils ont déjà fait ça, je pense. Oui, mais on les connaît comme ils travaillent à Longoria, mais pas que Longoria, tout le monde. Déjà, le mercato d'hiver, ça fait 2 mois que tu le prépares. Donc voilà, comme monsieur il est pressé, je crois qu'il faut arrêter. Je suis pressé parce que vous êtes des pipolates. Mais non. Ça se voit qu'on s'est arrêté de parler pendant quelques jours et que vous vous régalez et que les auditeurs, on espère, vont se régaler. Avec ses lasagnes, on s'est régalé. C'est pas les siennes, c'est sa femme. Non, mais Gaël, tu nous as déjà vous ai manqué, visiblement. Allez, on termine avec les pronos. Premier prono de cette année 2025. Steph. 3-0. 3-0. Ouais. Net et sans bavure. Clean sheet. 3-0 pour Steph Martins, Jaco. Et pour Jacques Bail, ça sera 3-0. 3-0 pareil. Aussi. D'accord. Voilà. Ouais. Et mon ami Karim Attab, il va dire un match nul.
Mais oui, parce que depuis par superstition, il a raison. Karim, il a raison, ça marche. Voilà, je mets la casquette, match nul. Allez, ça a été un vrai plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro du BDS. Vous l'avez compris, bien sûr, l'avant-match avec le retour de l'horizontale du lundi au vendredi. À partir de lundi, Karim sera de retour, Enzo sera de retour, tout ce petit monde sera au rendez-vous dimanche soir pour la réception du Havre. Merci Steph. Merci à vous les amis, toujours un plaisir. Merci mon Jaco. Merci les amis. Bon week-end, bon match et à lundi pour la rentrée des classes.